Quelque part dans le silence obscur entre les étoiles, sur un monde mort fait de pierres argentées et de machines anciennes, vit un être qui ne dort jamais. Il ne vieillit pas, il ne rêve pas, mais il se souvient. Son nom est Trazyn l'Infini, et il est collectionneur d'histoires. Pour la plupart, la galaxie est un lieu de guerre, un conflit sans fin et acharné. Des planètes brûlent, des civilisations disparaissent, et des héros tombent sans que personne ne reste pour raconter leur histoire. Mais Trazyn voit les choses différemment. Alors que les autres se battent pour régner sur le présent, il cherche à sauver le passé. Non pas avec amour ou gentillesse, mais avec une détermination froide, avec des machines qui piègent le temps, avec des coffres-forts qui n'oublient pas. Ce n'est pas un récit de bataille ou de victoire. C'est l'histoire de ce qui reste. Ce soir, nous entrons dans le monde tranquille de Solemnas, où des empires entiers sont maintenus dans l'immobilité et où des moments depuis longtemps révolus sont préservés comme des papillons derrière une vitre. Nous découvrirons qui est Trazyn. Nous verrons ce qu'il garde. Et peut-être, à la fin, comprendrons-nous pourquoi. Commençons. Dans la sombre obscurité d'un futur lointain, où les étoiles sont devenues des tombes et où l'espoir n'est plus qu'un signal faiblissant dans le vide, vit une race sans chair. On les appelle les Nécrons. Il y a longtemps, ils étaient comme nous, des êtres de sang et de volonté. Mais à cause de la guerre, de leur orgueil et d'un terrible pacte avec les dieux stellaires, ils ont troqué leur corps contre du métal et leurs âmes contre le silence. Parmi eux se trouve un Nécron qui ne se bat ni pour la conquête ni pour la vengeance. Il lutte contre quelque chose de plus silencieux, de plus étrange. Il lutte contre l'oubli. Son nom est Trazyn l'Infini. Et contrairement au seigneur de guerre et au roi de son espèce, Trazyn est plutôt un conservateur. Son monde natal, Solemnas, n'est pas un champ de bataille, mais un musée, une chambre forte, un lieu où les moments de l'histoire sont conservés en stase, emprisonnés à jamais comme des étincelles dans de l'ambre. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela a de l'importance. Dans une galaxie peuplée de démons, de flottes ruches et de soleils mourants, pourquoi quelqu'un passerait-il l'éternité à collectionner des objets? Pourquoi quelqu'un choisirait-il la mémoire plutôt que le pouvoir? C'est la question que nous allons nous poser au cours de ce voyage. Vous voyez, Trazyn n'est pas un héros. Il n'est pas non plus un méchant. Il vole sans remords. Il capture sans demander. Et ce qu'il garde, des armées entières, des parchemins anciens, des dieux extraterrestres, il ne le garde pas pour le partager, mais pour l'exposer. Parfois pour les autres, parfois juste pour lui-même. Mais derrière son comportement étrange se cache quelque chose de plus profond. Une étrange tristesse, un besoin de donner un sens à une galaxie qui n'en a plus. Au fil de son histoire, nous nous intéresserons non seulement à ce qu'il possède, mais aussi à ce que ces objets révèlent de lui. Nous visiterons ces coffres-forts où le temps s'est figé et où la vérité s'accumule comme de la poussière. Et nous voyagerons à travers les souvenirs, non seulement d'un Nécron, mais de la galaxie tout entière. Cette histoire n'a peut-être pas de fin claire. Il n'y a peut-être pas de leçon à en tirer. Mais dans les couloirs silencieux de Solemnas, où la lumière ne s'éteint jamais et où le passé n'est jamais loin, nous trouverons peut-être autre chose. Quelque chose de doux, quelque chose d'étrange, quelque chose qui vaut la peine d'être retenu. Il existe un monde appelé Solemnas.
Il ne tourne pas comme les autres planètes. Il dérive dans l'obscurité, silencieux comme un soupir. Aucun phénomène météorologique ne traverse sa surface. Aucune voix ne résonne dans son ciel. Seul le bourdonnement d'anciennes machines et l'éclat froid des pyramides d'obsidienne se font entendre. Sous sa surface, loin sous la croûte et la pierre, se trouve quelque chose de plus ancien que la plupart des étoiles. Un coffre-fort renfermant le temps, la mémoire et l'immobilité. Elle appartient à Trazyn, l'infini. Il n'a pas toujours été ainsi. Avant le long sommeil, avant les corps métalliques et la stase vivante, Trazyn faisait partie d'une famille noble. Il servait la dynastie Nihilakh, un peuple fier et puissant qui régnait avec son esprit plutôt qu'avec le feu. Leur ville flottait dans le ciel, leur savoir s'étendait jusqu'au vide, et leur plus grand don n'était pas la force, mais la mémoire. Trazyn y croyait. Même avant le changement, il voulait comprendre le passé, le conserver. Il conservait des parchemins et des ossements. Il écoutait les vieilles chansons des mondes mourants. Alors que les autres nobles se disputaient au sujet de la guerre ou des alliances, Trazyn parcourait les bibliothèques vides et rêvait d'un musée qui n'oublierait jamais. Lorsque les 7 ans arrivèrent, ces dieux stellaires qui promettaient la vie éternelle, Trazyn ne protesta pas. Comme les autres, il abandonna sa chair. Il devint une chose faite de métal et de circuits. Un Nécron, l'ombre de ce qu'il était autrefois. Mais il se souvenait. C'est ce qui le distingue des autres. La plupart des Nécrons ont oublié. C'était le prix à payer. Leur esprit s'est évanoui, leur passé effacé. Seuls leurs ordres sont restés. Trazyn, cependant, s'est accroché à ses souvenirs comme à une bouée de sauvetage. Alors même que ses semblables marchaient à la conquête, alors même que des secteurs entiers étaient réduits en cendres, il s'est replié sur lui-même. Il a commencé à collectionner. Certains disent qu'il est fou, d'autres disent qu'il est brillant. Peut-être que les deux sont vrais. Ce qui est indéniable, c'est que les coffres de Trazyn renferment des merveilles et des horreurs innombrables. Des guerres suspendues en plein combat, des héros capturés dans leur dernier souffle, des cultures, des espèces, des planètes entières préservées comme des insectes dans du verre. Mais il ne parle pas de vol. Pour Trazyn, il s'agit de préservation. Il estime que l'histoire doit être sauvée, pas réécrite, pas oubliée, sauvegardée telle qu'elle était. Ses méthodes ne sont pas douces. Il a volé dans des sanctuaires impériaux, des mondes vaisseaux Eldar, et même chez d'autres Nécrons. On raconte qu'il a capturé toute une force d'intervention de Space Marines sur un champ de bataille, les piégeant en stase au milieu d'une salve, leur bolter encore levé. Pour Trazyn, ce n'était pas de la cruauté, mais de la conservation. Un moment trop parfait pour être perdu. Il a des ennemis. Orikan le Dévin, un autre Nécron puissant et clairvoyant, le méprise. Ils se livrent à des jeux de sabotage et de contrevol, utilisant le temps lui-même comme une arme. Mais Trazyn semble y prendre plaisir. Pour lui, même la rivalité est une histoire qui mérite d'être conservée. Quand on lui demande pourquoi il fait cela, Trazyn ne répond pas directement. Parfois, il dit qu'il préserve la vérité. D'autres fois, le passé. Mais le plus souvent, il ne donne aucune réponse. Peut-être ne le sait-il plus lui-même. Ou peut-être craint-il que s'il cesse de collectionner, il disparaîtra comme tout le reste. La dynastie Nihilakh, autrefois si fière, le considère désormais comme un problème, une curiosité, une nuisance. Mais elle ne l'arrête pas, en partie parce qu'il détient trop de secrets.
en partie parce que certains craignent qu'il ait raison. Il existe un vieux dicton nécron: ce dont on ne se souvient pas n'a jamais vraiment existé. Pour la plupart, c'est une phrase empreinte de regret. Pour Trazyn, c'est une raison de continuer. Dans les couloirs sans fin sous Solemnas, il marche seul. Il étudie ses collections. Il déplace les statues d'un cheveu. Il ajuste la luminosité d'un cheveu. Il ne regarde pas avec des yeux émus, mais avec le soin d'un sculpteur qui ne peut dormir. Et dans ces moments-là, dans ce silence, on pourrait se demander s'il regrette parfois la chaleur de la vie, s'il se souvient d'une époque où les gens changeaient, où la mémoire se transmettait par la voix et non par des codes. Mais Trazyn ne s'attarde pas sur ses pensées. Il n'a pas le temps de se languir, seulement celui de montrer. Car même aujourd'hui, la galaxie oublie. Et quelqu'un doit se souvenir. Trazyn l'infini n'est pas comme les autres nécrons. Cela devient évident à mesure que l'on l'étudie. La plupart des siens fonctionnent selon une logique stricte. Ils sont guidés par des programmes, des codes et des souvenirs qui se sont estompés jusqu'à devenir des fantômes. Ils mènent la guerre avec une précision extrême, marchant en formation, sans penser à l'art, aux histoires ou aux symboles. Mais Trazyn, lui, pense différemment. Non pas parce qu'il le choisit, mais parce qu'il ne peut s'en empêcher. À l'intérieur de l'esprit métallique qui appartenait autrefois à un homme de la cour de Nihilakh, se cache quelque chose d'imprévisible. Ses pensées vagabondent. Elles errent. Elles reviennent vers des choses qui n'ont plus d'importance pour personne d'autre que lui. Là où les autres purgent leurs émotions, il laisse des fragments subsister. C'est dangereux. Mais pour Trazyn, c'est aussi nécessaire. Il se qualifie lui-même de conservateur, mais il est aussi un conteur. Chaque artefact de ses coffres a une signification, même si ce n'est que pour lui. Et il ne se contente pas de rassembler ces objets. Il les façonne. Il les dispose les uns à côté des autres, de manière à révéler des motifs que personne d'autre ne voit. Un casque brisé appartenant à un devin Eldar, posé à côté d'un parchemin déchiré datant de l'hérésie d'Horus, en face d'un jouet d'enfant récupéré dans un monde perdu, consumé par les tyrannides. Il n'explique pas ce qu'ils signifient ensemble. Il attend simplement que quelqu'un voie ce qu'il voit. Il serait erroné de le qualifier de sage. Ce mot implique une intention. Les actions de Trazyn n'en ont pas toujours. Il collectionne des objets parce qu'ils ont de l'importance pour lui à un moment donné. Puis il oublie pourquoi. Puis il s'en souvient à nouveau, des années plus tard, et change leur place. Le temps n'est pas linéaire dans ces coffres. Il boucle, il se déplace, tout comme son esprit. Les autres nécrons trouvent cela troublant. Orikan le dévin en particulier. Là où Trazyn dérive, Orikan se concentre. Orikan trace l'avenir comme une carte stellaire. Trazyn fouille le passé comme un enfant dans le sable. Leur rivalité dure depuis des millénaires. Ils se volent mutuellement. Ils sabotent leurs collections respectives. On rapporte qu'ils ont remplacé leurs expositions par des contrefaçons presque parfaites, juste pour voir combien de temps l'autre mettrait à s'en apercevoir. Personne ne gagne jamais. Et Trazyn semble préférer qu'il en soit ainsi. Une histoire raconte qu'Orikan invita Trazyn à une réunion diplomatique des dynasties nécroniques. Un événement rare, destiné à ramener l'unité après un long sommeil. Trazyn arriva déguisé en son propre rival, avec de faux dossiers et des données correspondantes. Il prononça un discours sur les dangers de l'ingérence temporelle, puis révéla son identité à la fin.
Orican ne trouva pas cela drôle, mais les autres rirent. Même les Nécrons, semble-t-il, peuvent encore avoir le sens de l'humour s'ils savent où le trouver. Pourtant, derrière cet humour se cache quelque chose de plus profond. Une tristesse, peut-être, ou une peur silencieuse. Trazyn ne se repose pas. Il ne s'arrête jamais. Quand il n'explore pas des tombes, il s'occupe de ses coffres forts. Quand il n'acquiert pas d'artefacts, il reconstruit le passé à l'aide d'hologrammes et de la stase. Certains pensent qu'il fait cela pour éviter de penser à ce qu'il a perdu. D'autres disent qu'il est simplement brisé. Mais ces réponses sont trop faciles. Peut-être croit-il qu'en se souvenant de la galaxie, il peut la maintenir en place. Que chaque guerre figée dans le temps, chaque héros figé en pleine action, est un moyen d'empêcher le sens de s'estomper. L'Imperium peut tomber. Les Eldar peuvent disparaître. Les Tyrannides peuvent consumer les étoiles. Mais les coffres de Trazyn resteront debout. C'est son rêve. Pas la paix, pas le contrôle, mais la préservation. Bien sûr, tout ne peut pas être préservé. Beaucoup de choses que Trazyn acquiert ne lui sont pas données de plein gré. Certaines hurlent, d'autres se battent, d'autres encore tentent de le tromper. Il ne les déteste pas pour autant. Il les comprend. Il les considère simplement comme faisant partie de l'histoire. Chaque moment de rébellion mérite d'être consigné. Il a pris à d'innombrables espèces, des humains, des orques, des Aeldari, même d'autres Nécrons. Dans un cas, il a remplacé toute une escouade d'ultramarines par des répliques hyper-réalistes lors d'un défilé sur Macragge. Les vrais se trouvent désormais dans sa galerie, figés dans un salut parfait. Les faux ont défilé sans que personne ne s'en aperçoive. Il l'a admis plus tard, avec fierté, à une inquisitrice perplexe venue l'accuser de crimes de guerre. L'inquisitrice n'a jamais été revue, mais sa rosette est toujours là, exposée derrière une épaisse couche de cryo-vert dans la chambre forte 17. Pour Trazyn, rien de tout cela n'est répréhensible. Il ne raisonne pas en ces termes. Le bien et le mal sont des concepts humains. Ce qui importe, c'est que quelque chose puisse être mémorisé, que cela s'inscrive dans un puzzle plus vaste. C'est ainsi que fonctionne son esprit, pas avec des plans, mais avec des schémas. Et pourtant, malgré ses manières étranges, il y a des moments où il fait preuve de lucidité, comme lorsqu'il est intervenu pendant la chute de Cadia. Lorsque les forces du chaos ont déchiré le ciel et qu'Abaddon a détruit les dernières défenses de la porte de Cadia, c'est Trazyn qui a ouvert l'une de ses chambres de stase et libéré des milliers de guerriers issus de dizaines d'époques et d'empires différents. Pas par gentillesse, pas par loyauté, mais parce qu'il pensait que ce moment était trop important pour être perdu. On l'a qualifié de sauveur, de héros. Il n'en a pas tenu compte. Il était plus préoccupé par le nombre de ses reliques endommagées au cours de l'opération, mais il a quand même aidé. Et dans une galaxie où rares sont ceux qui le font sans demander de tribut, cela compte. Trazyn ne reconnaît pas s'en soucier. Mais dans les coins tranquilles de ses coffres, il y a des objets placés avec plus de délicatesse. Une épingle Aquila fissurée, posée avec soin sur une étagère en velours. Une peinture d'enfant représentant un Space Marine, conservée derrière du cristal. De petites choses, sans importance pour la plupart. Mais pas pour lui. C'est peut-être cela qui rend Trazyn différent. Ce n'est pas seulement son savoir ou ses coffres, mais sa capacité à trouver un sens à des objets oubliés. Pas pour la gloire, pas pour le pouvoir, juste pour les garder en vie. Car il comprend quelque chose que les autres ignorent.
Lorsque la mémoire meurt, tout meurt avec elle. L'esprit de Trazyn n'est pas stable. Il n'est pas ordonné. Il change et se déforme comme un miroir dans l'eau. Mais il reflète la galaxie d'une manière que personne d'autre n'ose faire. Il montre non seulement ce qui était, mais aussi ce qui aurait pu être. Et à mesure que nous nous enfonçons dans son histoire, dans la couche suivante de ces guerres de reliques et de ces étranges rivalités, ce reflet ne fera que s'éclaircir. Maintenant, suivons-le, non pas dans la bataille, mais dans le vol. Car le prochain chapitre ne parle pas de ce que pense Trazyn, il parle de ce qu'il prend. Trazyn ne mène pas la guerre comme les autres. Il ne conduit pas des bataillons à travers des champs en feu et n'écrase pas ses ennemis sous des vagues de légions en marche. Il ne trouve aucune joie dans la conquête. Ses guerres sont plus modestes, plus silencieuses, mais non moins dangereuses. Ce sont des guerres de patience, de tromperie et de collection. Pour lui, chaque bataille est une chasse à quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Chaque trophée est une pièce d'un puzzle que lui seul peut voir. Dans la galaxie, les reliques ont plus d'importance que les gens ne le pensent. Une épée brisée qui appartenait autrefois à un primarche, un livre provenant d'une secte oubliée de l'Adeptus Mechanicus, un collier fait de fragments de carapace de tyrannides porté par une farceur lors de sa dernière prophétie. Ce ne sont pas de simples objets, ce sont des moments figés dans le temps, et Trazyn sait que s'il ne les préserve pas, ils disparaîtront, brûlés par la guerre, perdus dans le silence du vide. Alors il les vole. Il ne parle pas de vol. Dans son esprit, il les sauve. Ceux qui les ont perdus ne sont souvent pas d'accord. Mais Trazyn ne demande pas leur approbation. Il ne l'a jamais fait. Ses coffres sont remplis d'histoires. Elles ne sont pas écrites, mais construites à partir des objets qu'il a pris. Une compagnie entière de gardes du Death Corps, toujours en formation, debout sous un ciel artificiel. Une pièce qui recrée le siège de Harkonia à l'aide de soldats réels en stase. Même un chœur intact d'Adepta Sororitas, chantant un hymne qui ne finit jamais. Le son tourne en boucle à l'infini. Personne à l'extérieur ne l'entend. Personne à l'intérieur ne bouge. Chaque pièce vient de quelque part. Chacune a été prise. Certaines ont été achetées, bien que Trazyn fasse rarement usage de monnaie. Le plus souvent, il échange des informations ou des faveurs. D'autres fois, il envoie des agents ou utilise des pièges de téléportation. Mais bon nombre de ces acquisitions proviennent d'actions directes. Infiltration, tromperie, frappes soudaines suivies du silence. Il y a une histoire qui revient souvent. Le vol du calice de saphir. C'était une relique d'une grande valeur pour l'ecclésiarchie, exposée dans une cathédrale qui avait nécessité 600 ans de construction. Pendant un jour de fête, alors que les gens priaient et que l'encens brûlait, le calice a disparu. Pas un bruit, pas un signe, juste un piédestal vide et une faible trace d'énergie dimensionnelle. À sa place, Trazyn avait laissé une copie presque parfaite. Pas pour les tromper, simplement pour marquer sa visite. C'est sa façon d'agir. Son rival le plus célèbre, Orikan le Dévin, le sait très bien. Leur rivalité est longue et complexe. Orikan cherche à contrôler le destin à travers les mathématiques et la magie. Il croit que l'avenir de la galaxie peut être façonné en voyant clairement son futur. Trazyn pense que de tels efforts sont stupides. On ne peut pas façonner l'avenir si l'on oublie le passé. Il ne se contente pas de se disputer. Il s'interfère. Une fois, Trazyn a remplacé toute la classe servile d'Orikan
par des drones sans esprit programmés pour répéter des phrases obscures tirées de la littérature impériale. Orican a riposté en renvoyant un écho de Trazyn dans ses propres coffres, provoquant un chaos mineur pendant plusieurs jours. Aucun des deux n'a gagné. Ils ont tous deux ri, en quelque sorte. Leurs combats font rarement de victimes, mais ils ébranlent les fondements de la politique Nécron. Les autres dynasties ne les comprennent pas. Elles pensent en termes de pouvoir et de territoire. Trazyn et Orican pensent en termes de sens. Cela les rend dangereux. Et pourtant, Trazyn continue. Non pas parce qu'il veut gagner, mais parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Il y a toujours un objet, une relique, une scène de plus à sauver. Il observe la galaxie comme un pêcheur scrutant l'eau, attendant le moment idéal pour jeter son filet. Parfois, il capture des armées entières, parfois un simple gant. Il y a eu un incident sur un monde vierge à Eldari. Le Conseil du Monde Vaisseau venait de découvrir un coffre contenant d'anciennes pierres spirituelles datant d'avant la chute. Trazyn est apparu au milieu de leur temple. Il n'a pas parlé. Il a simplement tendu la main, touché l'autel, puis disparu. Les pierres l'ont suivi. À leur place, il a laissé une image holographique des pierres, tournoyant doucement dans une douce lumière bleue. Les Aeldari le déclarèrent ennemi de leur espèce. Trazyn n'est jamais revenu depuis. Mais les pierres sont toujours dans le secteur 9 de la crypte, entourées de champs de stase et d'amortisseurs sonores. Il les étudie souvent. Il n'explique pas pourquoi. Il arrive parfois que ses actions aident les autres, mais ce n'est jamais son but, seulement un effet secondaire. Son intérêt pour les reliques le conduit vers des batailles cachées, des mondes oubliés et d'étranges vérités. Au cours d'un conflit sur une lune morte, il intervint juste assez longtemps pour récupérer les derniers écrits d'un gouverneur planétaire. Ce dernier avait été effacé des archives. Trazyn conserva son dernier discours gravé sur un éclat de verre. La lune tomba peu après. Personne d'autre ne se souvenait de cet homme. Mais Trazyn, oui. C'est le don étrange de son esprit. Il trouve de la valeur là où les autres ne voient que du gaspillage. Même dans la perte, il voit quelque chose à préserver. Même dans la destruction, quelque chose à conserver. Mais il n'est pas doux. Il détruirait des villes pour récupérer un seul parchemin. Il perturberait le cours du temps pour récupérer un seul instant. Ce n'est pas une question de gentillesse. Il s'agit de conserver ce dont les autres ont oublié de se soucier. Il ne sait pas toujours quoi faire des objets qu'il collectionne. Certains restent intacts pendant des siècles. D'autres sont constamment réorganisés. Il parle à certains d'entre eux, même s'ils ne peuvent pas lui répondre. Il a passé des années à repositionner un seul diorama de la bataille de Regulus Prime, juste pour obtenir le bon angle d'une chenille de char. Personne d'autre n'a remarqué le changement. Mais pour lui, c'était important. Les reliques de Trazyn ne sont pas seulement des trophées. Ce sont des échos. Elles racontent l'histoire d'une galaxie qui n'a plus de sens. Une galaxie où rien ne dure, à moins que quelqu'un ne choisisse de la maintenir en vie. Et c'est ce qu'il fait. Pas pour être admiré, pas pour être remercié, simplement parce que quelqu'un doit le faire. Son esprit ne se repose jamais. Ses coffres ne cessent de se remplir. Ses méthodes ne sont pas très propres. Mais les résultats sont à la fois étranges, magnifiques et dérangeants. À mesure que nous avançons dans les sombres couloirs de Solemnas, au-delà des vols et des rivalités, nous commençons à voir ce qui se cache derrière le regard du collectionneur. Ce n'est pas seulement la mémoire qu'il recherche, c'est le sens. Et dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui se passe lorsque ce sens entre en collision avec la guerre.
La galaxie était en feu, pas lentement, pas silencieusement. Le feu s'est propagé rapidement, à travers les fissures des étoiles et les blessures de la réalité. Le chaos n'était plus seulement un murmure dans l'obscurité. Il hurlait à travers l'espace, déchirant des failles et répandant l'horreur sur des mondes autrefois considérés comme sûrs. Et au cœur de cette tempête se trouvait Cadia. La planète existait depuis 10 000 ans. Elle était une porte, un rempart, le dernier rempart avant la folie de l'œil de la terreur. Tous les soldats de l'Imperium connaissaient son nom. Sa chute n'était pas seulement la perte d'un monde, c'était l'effondrement d'une vérité, celle qu'il existait des lieux assez forts pour retenir la marée. Et pourtant, lorsque la Légion Noire arriva, lorsque Abaddon abattit sa 13e croisade noire comme un marteau, même Cadia ne put résister. Le ciel se déchira. Les pylônes qui retenaient le warp commencèrent à céder. La surface se fissura. Les forteresses s'effondrèrent. Et au milieu de tout cela, quelque chose d'étrange se produisit. Trazyn arriva. Il n'est pas venu avec une flotte. Il n'a pas envoyé d'avertissement. L'instant d'avant, les défenseurs de Cadia étaient seuls. L'instant d'après, des chambres de stase s'ouvraient sur le champ de bataille. Et de là, jaillissaient des guerriers qui n'avaient pas respiré l'air libre depuis des siècles. Il y avait des unités de la garde impériale issues de régiments perdus, des Astartes de chapitres oubliés depuis longtemps, même des guerriers Xénos issus de conflits passés. Chacun d'entre eux avait autrefois fait partie de la collection de Trazyn. Chacun avait été figé dans le temps, piégé dans un moment parfait, retiré de l'histoire afin d'être remémoré. À présent, ils étaient libres. Personne ne savait pourquoi. Personne ne posait de questions. Tout le monde était trop occupé à se battre pour survivre. Trazyn ne donna aucune explication. Il apparut brièvement sur le champ de bataille, observant le chaos qui se déroulait. Puis il disparut. Mais ce qu'il avait fait importait. Il avait libéré une force suffisamment puissante pour ralentir la Légion Noire. Pas l'arrêter, rien ne le pouvait, mais la retarder, la désorienter. Et dans une guerre où chaque seconde comptait, c'était suffisant. Certains appelèrent cela un miracle, d'autres parlèrent de manipulation. Après tout, Trazyn n'avait libéré que ceux qui ne l'intéressaient plus. Ils avaient rempli leur rôle dans ses coffres. Leur pose était devenue banale. Leurs histoires avaient cessé d'évoluer. Quel meilleur moyen de les rafraîchir que de les rejeter dans la tempête. Et pourtant, ce n'était pas seulement cela. Il y avait des choses qu'il aurait pu garder. Des soldats uniques, des artefacts de grande valeur. Mais il les avait laissés partir. Il avait pris le risque de nuire à sa collection. Ce choix avait une signification, même s'il ne l'avait pas exprimé à voix haute. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce une stratégie. Ou peut-être, pour la première fois depuis longtemps, avait-il le sentiment que le moment était trop important pour être ignoré. Car même un collectionneur sait quand une pièce appartient à l'histoire et non à une étagère. Ce n'était pas la seule fois que Trazyn avait affaire à des humains. En fait, il les trouve fascinants. Leur art, leur foi, leur étrange besoin de créer des symboles à partir de la souffrance. Il a volé beaucoup de choses à l'Imperium. Pas par haine, mais par intérêt. Une pièce de l'armure de Sainte Célestine repose dans ses coffres. Il en va de même pour la dernière page d'un discours écrit par un haut seigneur de Terra qui n'a jamais été prononcé. Il a conservé des archives provenant des bibliothèques noires de l'Inquisition. Et dans une pièce scellée,
Il expose une reconstitution du concile de Nicée, à l'aide d'hologrammes et de robes préservées provenant du site même. Pour l'impérium, ce sont des reliques sacrées. Pour Trazyn, ce sont des clés. Chacune ouvre une porte vers un moment qu'il souhaite comprendre. Il ne voit pas toujours le mal dans ses actions. Il pense en termes de préservation. Il oublie que les gens ne sont pas des pages, que les souvenirs ne sont pas toujours en sécurité lorsqu'ils sont sortis de leur contexte. Mais il n'est pas cruel, juste détaché. Il y eut un moment où il s'est retrouvé face à face avec un inquisiteur. L'homme était venu réclamer la restitution d'une relique volée, un Rosarius qui avait appartenu à Saint Gérax. Trazyn lui a offert du thé. L'inquisiteur a refusé. Trazyn lui a montré l'objet, lui a expliqué où il se trouvait et lui a parlé de son importance culturelle. Puis, sans prévenir, il a placé l'inquisiteur dans une cellule de stase et l'a ajouté à l'exposition. Le Rosarius fut rendu 2 semaines plus tard à l'avant-poste impérial le plus proche, en parfait état. L'inquisiteur ne fut jamais retrouvé. Pour Trazyn, l'événement était terminé. Un récit complet. Introduction. Conflit. Résolution. Il ne déteste pas l'humanité. Il la contemple simplement de loin, comme des étoiles, brillantes, éphémères et souvent trop lointaines pour être touchées. Mais il tend quand même la main, et dans les moments de grand danger, il lui arrive parfois de les aider. Pas pour être félicité, pas même pour des raisons stratégiques, simplement parce que le moment lui semble important, simplement parce qu'il pense que cela doit être préservé. Ce fut le cas sur Cadia. Ce fut à nouveau le cas lorsqu'il a brièvement aidé Belisarius Cawl, échangeant ses connaissances contre l'accès à d'anciens documents enfouis dans les archives martiennes. Il n'a pas tout partagé. Il ne le fait jamais. Mais ce qu'il a donné était réel. Cela a aidé. Et cela ne lui a rien coûté. Il est difficile de savoir si Trazyn comprend la loyauté, mais il comprend les liens, et cela suffit peut-être. Aujourd'hui, alors que l'impérium s'étire à l'extrême, que la faille connue sous le nom de Grande Faille divise la galaxie, que même les étoiles semblent incertaines de leur place, Trazyn continue de parcourir ses archives. Il continue d'enrichir sa collection. Et de temps à autre, il s'arrête devant la vitrine consacrée à Cadia. Il l'étudie. Il déplace une figurine d'un demi-pas. Il ajuste l'éclairage. Puis, il continue son chemin. Car la guerre n'est pas terminée. Pour personne. Et chaque guerre apporte son lot de souvenirs. Plus de choses à conserver. Alors que nous laissons derrière nous les guerres humaines, et que nous entrons au cœur du système de croyance de Trazyn, nous dépassons ce qu'il a fait et commençons à explorer pourquoi. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans l'esprit d'un collectionneur qui croit que la mémoire est plus importante que la miséricorde. Car pour Trazyn, le sens ne vient pas de la paix, il vient de la préservation. Trazyn l'Infini est souvent qualifié de nombreuses façons. Collectionneur, archiviste, voleur. Parmi les siens, il est considéré comme étrange. Par les autres, il est considéré comme dangereux. Mais personne ne le comprend vraiment. Il voit ce qu'il fait, pas ce qu'il croit. Et cette croyance, bien que cachée sous des couches de métal et de silence, est ce qui motive tout ce qu'il devient. Il ne collectionne pas les reliques uniquement parce qu'elles sont rares. Il les collectionne parce qu'il les considère comme des fragments d'une galaxie qui refuse de rester immobile. Le temps passe trop vite. Les guerres changent tout. Les civilisations disparaissent du jour au lendemain. Les étoiles s'éteignent. Et il ne reste plus que de la poussière. Pour la plupart des êtres, c'est naturel.
Les choses ont une fin. C'est ainsi que va la vie. Mais Trazyn rejette cette idée. Pour lui, la disparition des choses n'est pas naturelle. C'est tragique. C'est du gaspillage. Il croit que la mémoire ne doit pas s'effacer, que les événements, une fois vécus, doivent être conservés, figés, préservés comme la lumière emprisonnée dans un cristal. C'est pourquoi il vole. C'est pourquoi il construit ses coffres-forts, non pas pour accumuler, mais pour conserver. Cette conviction ne s'est pas formée du jour au lendemain. Elle s'est développée au fil des âges. D'abord, à la cour de Nihilach, où Trazyn écoutait plus qu'il ne parlait. Puis pendant la guerre dans les cieux, lorsque les nécrontyres sont devenus autre chose. Lorsqu'ils ont perdu leur âme et ont reçu la malédiction de l'immortalité. Trazyn a vu l'histoire s'effondrer. Il a vu son peuple oublier qui il était. Et dans cette perte, il a trouvé sa raison d'être. Si personne d'autre ne s'en souvenait, lui s'en souviendrait. Ce n'est pas une idée noble. Ce n'est même pas une idée héroïque. C'est solitaire. C'est obsessionnel. Mais c'est la sienne. Elle donne forme à un esprit qui, sans cela, s'effondrerait sous le poids d'un temps infini. Les autres Nécrons cherchent à reconstruire leur dynastie. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent l'ordre. Ils veulent le contrôle. Mais Trazyn sait que même ces choses finiront par disparaître. Les bâtiments s'effondrent. Les dirigeants tombent. Même les étoiles finissent par se refroidir. Mais un seul instant, préservé dans une stase parfaite, peut durer éternellement. C'est ce qu'il offre à la galaxie. Pas la paix, pas la sagesse, la permanence. Cette vision change la façon dont il perçoit les autres. Il ne déteste pas l'Imperium. Il n'envie pas les Eldar. Il ne craint même pas les Tyrannides. Il les considère comme des histoires en cours, inachevées, pleines de choix étranges et de lignes brisées. Il veut capturer leur forme avant qu'elles ne s'effondrent, non pas parce qu'il apprécie les personnes qui les composent, mais parce qu'il apprécie l'idée qu'elles représentent. Pour lui, une chapelle des sœurs de bataille n'est pas seulement un bâtiment. C'est un symbole de dévotion, un monument vivant dédié à une foi particulière. Si cette chapelle brûle, la foi survit. Mais l'image est perdue. Son poids, le son des hymnes, la forme des bougies. C'est ce que Trazyn tente de sauver. Cette mentalité fait de lui un mystère, pas seulement pour les autres, mais même pour lui-même. Il parle peu de ce qu'il ressent. Il agit comme si tout avait un sens. Mais il y a des moments où il s'arrête devant une vitrine, penche la tête et reste immobile pendant des heures. Il ne donne aucun ordre. Il n'apporte aucune modification. Il observe simplement. Et parfois, ce silence en dit plus long que les mots. C'est dans ces moments-là que quelque chose devient clair. Trazyn ne construit pas seulement un musée. Il construit un palais de la mémoire pour une galaxie qui refuse de se souvenir de son histoire. Même les voûtes elles-mêmes en sont le reflet. Elles ne sont pas recouvertes d'or. Elles ne sont pas remplies de richesses. Elles sont remplies de chambres sans lumière, bordées de chants temporels et d'échos doux. Les artefacts ne sont pas empilés. Chacun a sa place. Un cadre, une raison. Il n'y a pas de logique dans ces choix. Parfois, c'est une lame. Parfois, un drapeau déchiré. Parfois, un bâtiment entier. Il ne suit aucune règle. Il suit son instinct,
Et ce faisant, il laisse derrière lui la confusion. Ceux qui tentent de comprendre sa collection comme une carte logique échouent. Mais ceux qui la regardent comme un rêve commencent à la voir différemment. Trazyn voit la galaxie comme un rêve qui s'estompe, un rêve qu'il faut saisir avant qu'il ne s'échappe. Et en essayant de le capturer, il devient autre chose. Pas seulement un voleur, pas seulement un roi, mais un historien du sens. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Certains qualifient ses méthodes d'intrusives, d'égoïstes, voire de cruelles. D'autres affirment que la mémoire sans permission n'est pas la préservation, mais une violation. Trazyn entend ces voix. Il ne les ignore pas toujours, mais il estime que le besoin de se souvenir est plus fort que celui de demander. Pour lui, la galaxie est en feu, et quand le feu se déclare, quelqu'un doit sauver les livres, même s'il faut briser quelques vitres pour y entrer. Cette conviction est souvent mise à l'épreuve, surtout maintenant, alors que la galaxie s'assombrit, que le chaos déchire le ciel et que d'anciens ennemis ressurgissent. Il y a trop de choses qui méritent d'être conservées, trop de moments qui seront perdus si personne ne se mobilise. Et Trazyn ne peut pas être partout à la fois. Cette frustration le poursuit. Il arpente ses couloirs et se demande ce qu'il a manqué, ce qui a brûlé pendant qu'il poursuivait un autre objectif, ce qui a été oublié parce qu'il n'avait qu'un nombre limité de chambres de stase à remplir. Mais il continue d'essayer. Car pour lui, même l'échec vaut mieux que le silence. C'est là le cœur étrange de Trazyn l'infini. Pas ses machines, pas ses artefacts, pas même ses coffres sans fin, mais son refus silencieux de laisser la galaxie oublier ce qu'elle était autrefois. Alors que nous entrons dans la deuxième partie de son histoire, nous laisserons l'homme derrière nous et pénétrerons dans les coffres-forts eux-mêmes. Là, nous ne verrons pas seulement ce qu'il a pris, nous ressentirons ce qu'il a choisi de garder. Car dans les salles de Solemnas, la mémoire ne s'efface pas, et chaque écho a un sens, même si personne d'autre ne se souvient pourquoi. La surface de Solemnas est calme. Elle ne laisse rien deviner de ce qui se cache en dessous. Un voyageur pourrait voir une terre aride et une poussière métallique lisse s'étendant vers un ciel pâle. Aucun oiseau ne vole au-dessus de sa tête. Aucune machine ne marche à la surface. Rien ne bouge. Mais profondément sous ce calme, au-delà des tombes extérieures et des noyaux énergétiques, il existe un endroit où l'histoire a été enfermée. C'est là que vit Trazyn, pas au sens habituel du terme. Il ne dort pas, il ne mange pas, mais il arpente les voûtes, il les entretient. Et bien qu'aucun air ne circule dans les chambres, bien que le jour ne se lève jamais, il y a quelque chose à l'intérieur des voûtes qui semble vivant. Les portes sont scellées par des glyphes nécrons qui bourdonnent lorsque vous vous en approchez. Ce ne sont pas de simples symboles. Ce sont des souvenirs écrits en code. Chacune mène à une galerie différente. Certaines sont vastes et abritent des bâtiments entiers. D'autres sont petites, destinées à accueillir un seul objet placé avec soin au centre d'une pièce sombre. Trazyn ne suit pas de plan. Il n'en a pas besoin. Il connaît la disposition des lieux comme un peintre connaît les formes de son œuvre. Ses voûtes s'étendent sur plusieurs niveaux, à travers des plis dimensionnels qui s'incurvent d'une manière que l'esprit humain ne peut pas entièrement comprendre. Il y a des passages qui semblent infinis, des escaliers qui se transforment en rampes, des pièces qui ne devraient pas être reliées, mais qui le sont pourtant. Même l'espace semble se comporter différemment ici. Plus on s'enfonce, plus le temps commence à s'étirer. Des champs de stase recouvrent presque tout.
Ils sont doux à l'œil, comme des ondulations à la surface de l'eau. Ils figent le temps. Un garde qui saisit son arme. Un eldar brandissant une lance psychique. Une bête tyrannide figée dans un bond, à quelques centimètres de sa proie. Aucun d'entre eux ne bouge. Aucun d'entre eux ne vieillit. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas vivants. Ils sont prisonniers à jamais de l'instant précis que Trazyn a choisi de préserver. Certaines vitrines sont disposées comme dans un musée, avec des murs recouverts de données gravées dans une écriture lumineuse. D'autres sont plus personnelles. Une seule relique sur un piédestal, sans inscription, intacte. Ce sont celles vers lesquelles il revient le plus souvent. Pas d'étiquette, pas d'annonce, juste le silence. Il y a des sons dans les voûtes, mais ils ne proviennent pas des expositions. Ils proviennent de la structure elle-même, de faibles bourdonnements, des changements dans la pression des murs, de l'énergie circulant dans des veines invisibles, et parfois un doux carillon, signalant l'activation d'un nouveau verrou ou un changement dans l'alignement de la stase. Rien n'est jamais bruyant, rien ne vient jamais troubler le silence. Pour la plupart, cet endroit semblerait vide. Mais Trazyn ne le voit pas ainsi. Pour lui, les voûtes sont pleines, pleines de sens, pleines d'histoire, pleines de la seule vérité qui perdure. Les salles ne sont pas classées par âge. Elles ne sont pas organisées par espèce ou par taille. Trazyn ne raisonne pas ainsi. Les pièces sont plutôt regroupées par thème, par émotion, par écho. Une ville en feu se souvient d'une chambre rituelle d'une planète qui n'a jamais connu le feu. Le trône brisé d'un astropathe est placé près du casque fracassé d'un chevalier pilote qui entendait autrefois des voix dans les parasites. Les liens ne sont pas évidents, mais ils sont bien là. Marcher dans ces salles, c'est marcher dans un rêve que quelqu'un d'autre a choisi pour vous. La logique n'est pas la vôtre. Vous commencez à oublier où vous avez commencé. Vous sentez le temps se déformer. Pas violemment. Juste assez pour vous rappeler que vous n'appartenez plus au même flux. C'est le but. Solemnas n'a jamais été conçu pour accueillir des invités. Il n'a pas été fait pour être vu. Il a été fait pour être gardé. Trazyn n'a pas de guide, pas de panneau. Si quelqu'un entre sans y être invité, les voûtes se remodèlent. Pas pour piéger, mais pour désorienter. Et la plupart font demi-tour avant d'atteindre les chambres les plus profondes. Pourtant, il existe des histoires de ceux qui sont allés plus loin. Une harlequin Shadowseer a un jour marché avec Trazyn, négociant le retour d'une pierre d'âme perdue. Elle ne l'a pas obtenue. Mais elle est repartie avec autre chose. L'enregistrement d'une danse jamais exécutée dans le monde éveillé. Trazyn affirmait qu'elle correspondait à la musique stockée dans la pierre. On se demande encore si c'était par gentillesse ou par cruauté. À l'intérieur de ces voûtes, l'air ne bouge pas. La lumière ne faiblit pas. Il n'y a pas de saison. Seuls les souvenirs. Seule l'immobilité. C'est cette immobilité qui empêche la structure de s'effondrer. Pas les matériaux. Pas la conception. La conviction que ce qui est conservé à l'intérieur doit être en sécurité. Trazyn y croit si fort que les machines qui l'entourent lui obéissent. Son esprit maintient les voûtes en place. Et cette conviction est plus forte que n'importe quel mur. Il existe une galerie qui renferme le dernier battement de cœur d'une planète détruite par le chaos, pas le monde lui-même, mais le son qu'il a émis lorsqu'il s'est fissuré. Trazyn l'a capturé par des moyens inconnus et le diffuse dans une pièce dont les murs vibrent au rythme de la pulsation. Il n'y a aucune signification écrite,
mais il l'écoute souvent. Ce qui rend Solemnas étrange, ce n'est pas seulement sa taille ou sa profondeur, c'est le soin qui y est apporté. Les plus petits objets reçoivent la même attention que les plus grands. Un simple fusil laser gravé du nom d'un enfant est traité avec le même respect qu'un fragment de cétane capturé. L'échelle ne change jamais la valeur. Seule l'histoire compte. Trazyn marche sans faire de bruit. Il s'arrête à côté d'une chambre abritant la dernière défense d'une lune mourante. Les défenseurs sont tous là, à leur poste, leur visage figé par la peur et la détermination. L'ennemi ne les atteindra jamais. Il s'en est assuré. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il a choisi ce moment. La forme en dit assez long. À mesure que nous nous enfonçons dans ces caveaux, nous commençons à voir plus que des objets. Nous commençons à voir comment Trazyn voit tout. Pas seulement comme des événements, mais comme des images qui ne peuvent s'effacer. Et dans le prochain chapitre, nous examinerons les images les plus étranges et les plus obsédantes. Celles qui murmurent, celles qui rêvent, celles qui n'étaient pas destinées à être préservées. Car même Trazyn ne peut pas toujours contrôler ce qu'il conserve. Il existe des coffres-forts à Solemnas que Trazyn visite rarement. Non pas parce qu'il les craint. La peur n'est pas quelque chose qu'il s'autorise, mais parce que ce qu'ils contiennent est plus difficile à regarder. Pas en raison de leur forme, ni de leur taille, mais en raison de ce qu'ils représentent. Ce sont les salles où la mémoire se transforme en quelque chose de plus sombre, de moins certain. Dans les premières couches de sa collection, la plupart des pièces sont faciles à comprendre. Une relique d'une bataille, un guerrier pris au milieu d'une charge, un parchemin avant d'être brûlé. Ce sont des moments de l'histoire, clairs et figés. Mais plus on s'enfonce, plus les lignes commencent à bouger. Certaines pièces ne racontent pas d'histoire. Elles soulèvent des questions. Elles dérangent. Et même Trazyn, malgré son étrange certitude, marche plus lentement lorsqu'il traverse ces salles. L'une des scènes les plus troublantes est une représentation. Ce n'est pas une bataille. Ce n'est pas une salle du trône. C'est une représentation. Une troupe complète d'arlequins est figée en pleine danse, le visage peint, les lames levées, le mouvement suspendu dans les airs. Ils jouent en silence. Aucun son ne vient troubler le silence. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les masques ne sourient pas. On voit la tension dans leurs membres, la panique qui se cache derrière leur grâce. Ils ne jouent pas pour le plaisir. Ils essaient de s'échapper. De lui ou d'autre chose, le coffre-fort ne le dit pas. Trazyn a un jour affirmé avoir capturé la troupe lors d'un véritable rituel, non pas une pièce de théâtre, mais une reconstitution psychique destinée à lier un écho de Ségorach à leur monde artisanal. Il a déclaré que ce moment était trop rare pour être perdu. Les Eldar ne lui ont jamais pardonné. Ils appellent cela une profanation. Lui, il appelle cela un souvenir. Une autre chambre forte renferme un chef de guerre. Un colosse orque recouvert de plaques métalliques, la bouche grande ouverte, le rire figé dans un rugissement. Il n'est pas seul. La scène représente une bataille qui n'a jamais pris fin. Des orques chargent, des Gretchins bondissent de leurs abris, des chars de fortune avancent en tournoyant leurs canons. Tout est figé dans l'immobilité. La scène entière est baignée d'une lumière verte. On peut presque l'entendre, presque sentir l'odeur de l'huile et de la fumée. Ce qui est dérangeant, ce n'est pas la taille, c'est la précision. Chaque figurine est parfaite, chaque blessure, chaque morceau d'armure, placé avec soin. Ce n'est pas un champ de bataille,
C'est une fresque, une peinture utilisant des vies à la place de la couleur. Et elle est infinie. Un couloir mène à un autre, puis à un autre. La bataille continue sans fin. Les visiteurs disent que les yeux vous suivent. Ils disent que le chef de guerre semble plus amusé qu'emprisonné. Trazyn ne le confirme pas, mais il visite l'exposition plus souvent que la plupart des gens. Plus loin, au-delà des grandes batailles et des rituels étranges, se trouve une petite pièce. Elle ne contient ni soldats, ni reliques. Juste un enfant humain. Elle se tient à côté d'une poupée cassée, la tête penchée, un pied en avant comme si elle était prise en plein mouvement. Il n'y a pas de dossier, pas de nom, pas de date. Seulement une courte phrase gravée dans le mur. On peut y lire « Avant le feu ». Personne ne sait ce que cela signifie. Certains disent que Trazyn l'a trouvée dans un monde en feu et l'a emmenée juste avant la chute de la ville. D'autres disent qu'elle n'a jamais existé, qu'elle est un souvenir créé par Trazyn. Une image de perte trop personnelle pour être expliquée. Il n'en a jamais parlé, mais il l'a placée dans une chambre scellée, enveloppée de 10 couches de stase. Aucune autre vitrine n'est aussi protégée. Toutes les horreurs ne sont pas violentes. Certaines sont subtiles. Une archive parfaite de livres provenant d'une bibliothèque pré-impériale, chaque page enfermée dans du cristal. Ils sont écrits dans une langue qui n'est plus parlée. Même Trazyn prétend ne pas les comprendre. Mais il les conserve parce qu'ils sont les seuls qui restent. Le dernier écho d'une voix que personne n'entend plus. Et puis, il y a les salles sans lumière, des lieux scellés derrière des glyphes d'avertissement, où seules les machines sont autorisées à entrer. Ces coffres renferment des choses qui n'auraient pas dû survivre. Une arme construite par les anciens qui n'a jamais été complètement désactivée. Un morceau d'un moteur démoniaque qui continue de ronronner même en état de stase profonde. Une machine qui parle par impulsion que personne ne comprend. Ce ne sont pas des vestiges historiques. Ce sont des dangers. Et même Trazyn sait que certains souvenirs doivent être gardés à distance. Pourtant, il les conserve. Car s'il ne le fait pas, qui le fera? Il y a des voix dans certaines chambres, pas des voix au sens habituel du terme, des sons qui apparaissent et disparaissent, des fragments de signaux psychiques, des murmures qui traversent même les barrières les plus avancées. Ils ne disent pas grand-chose. Mais ce qu'ils disent reste toujours le même. Souvenez-vous de moi. C'est la seule chose qu'ils demandent. C'est ce qui relie tous ces écrans entre eux. Ils ne veulent pas être oubliés, qu'ils le sachent ou non, qu'ils aient choisi d'être ici ou qu'ils aient été amenés ici contre leur gré. Ce sont des échos qui refusent de mourir. Et Trazyn, malgré tous ses défauts, est le seul à les écouter. Il n'explique pas ce que ces écrans signifient pour lui. Il n'explique leur signification à personne. Mais il les parcourt. Il s'arrête devant chacun d'eux. Il ajuste un cadre. Il nettoie une surface. Il observe. Et dans ce geste, quelque chose se produit. Pas de guérison, pas de rédemption. Juste le geste discret d'empêcher quelque chose d'être effacé. C'est là que réside l'horreur. Pas dans les scènes elles-mêmes, mais dans l'idée que sans quelqu'un comme lui, elles auraient disparu. Que tous ces moments, beaux, terribles, étranges, seraient devenus rien. Trazyn n'est pas un sauveur. Ce n'est pas un monstre. C'est autre chose. Un voleur qui croit que même l'horreur a de la valeur. Un conservateur de l'oubli. Et à mesure que nous nous approchons du cœur de Solomnas, des chambres qui renferment des choses
qui ne devraient pas y être, nous commencerons à voir les fissures dans cette croyance. Car tout ne veut pas être rappelé, et certains souvenirs se défendent. Le monde de Solemnas ne change pas. Pas comme la plupart des planètes. Il n'y a pas de saison, pas de vent. La surface reste immobile sous un ciel qui ne tourne pas. Mais quelque part sous cette immobilité, dans des salles plus profondes que l'imagination, quelque chose bouge toujours. Une silhouette solitaire, marchant seule entre des champs de stase et des machines anciennes, s'arrête à la lisière de la mémoire. Trazyn l'infini marche comme il l'a toujours fait, silencieux, précis. Son esprit s'étend à travers des voûtes remplies de reliques, chacune racontant une histoire tirée des flammes du temps. Il ne s'arrête pas parce qu'il est fatigué. Il ne se lasse pas. Mais parfois, même lui doit s'arrêter et se demander ce qui va suivre. La galaxie au-dessus de lui tourne chaque jour plus vite. L'impérium se fracture sous son propre poids. Le warp se déchire. Les tyrannides dévorent des systèmes qui abritaient autrefois des champs. Les dieux du chaos rient d'une voix qui n'est plus humaine. Même les dynasties nécroniennes ont du mal à se souvenir de qui elles étaient. Et à travers tout cela, le passé continue de disparaître, morceau par morceau, instant après instant. Trazyn ne peut pas l'arrêter, mais il peut le ralentir. C'est ce qu'il se dit, que s'il en rassemble suffisamment, s'il en sauve suffisamment, la forme de la galaxie ne sera pas perdue à jamais. Ce n'est pas un objectif avec une fin. C'est une tâche qui ne sera jamais terminée. Il le sait. Pourtant, il continue. Pas par espoir, mais parce que l'alternative est le silence. Certains jours, il passe en revue ses anciennes acquisitions. Il revisite des scènes qu'il a construites il y a longtemps. Un champ de bataille où un capitaine Astartes a mené une charge vouée à l'échec. Un temple où un culte de Slanesh s'est consumé dans les flammes. Une salle du conseil où un noble Nécron a autrefois pris une décision qui n'a rien changé. Chaque scène est restée telle qu'il l'a laissée, mais le temps a changé sa façon de les voir. Ce qui semblait autrefois être un triomphe ressemble désormais à un avertissement. Ce qui semblait autrefois intelligent semble désormais fragile. La mémoire ne reste pas toujours immobile, même lorsque l'image l'est. Il a commencé à se placer dans certaines des scènes, pas en tant que personnage, pas avec un nom, juste une silhouette en arrière-plan, un observateur silencieux, un spectateur dans un coin, sans étiquette, sans données. Il n'explique cela à personne. Il n'y a personne à qui le demander. Mais ce choix révèle quelque chose. Peut-être commence-t-il à comprendre qu'il fait lui aussi partie de l'histoire qu'il préserve. Il ne le dira pas à voix haute. Il parle toujours comme il l'a toujours fait, par énigme, par remarque prudente, dans des moments d'étrange calme. Mais son regard s'attarde plus longtemps sur les pièces qui lui rappellent ce qui a été perdu. Les pièces brisées, les pièces incomplètes, les pièces sans nom. Il y a une vitrine qu'il visite plus que les autres. Elle n'est pas grande. Une pièce pas plus grande qu'une salle du trône. Au centre se dresse un obélisque brisé, brûlé par le plasma. Autour sont éparpillées des reliques provenant de dizaines de mondes. Un casque rouillé, un miroir fissuré, un parchemin écrit dans un dialecte que même lui ne peut lire. Il l'appelle « le dernier souvenir ». Elle n'a pas de signification claire. Elle ne raconte pas une histoire en particulier, mais elle renferme quelque chose qu'il ne peut expliquer. Le poids des fins,
le silence après la perte, la vérité que même lui pourrait un jour disparaître. Trazyn n'a pas peur de cela. Il n'est pas fait pour avoir peur, mais il comprend ce que signifie disparaître. Il l'a vu trop souvent. Dans cette pièce, il parle à voix haute, pas à quelqu'un en particulier, juste à l'air, parfois en haut gothique, parfois en écran-tir, parfois dans une langue qu'il a découverte autrefois, gravée dans la pierre d'une lune perdue. Sa voix ne résonne pas, mais les machines se souviennent. Elles se souviennent toujours. Au-dessus de Solomnas, les étoiles ne clignotent pas. Les guerres continuent. Les histoires se tordent. Mais dans le silence en dessous, une silhouette continue d'avancer. Il collecte. Il conserve. Il se souvient. Et au final, c'est peut-être tout ce qui reste à la galaxie. Pas la victoire, pas la paix, mais la mémoire. Trazyn ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Il a vu tellement de choses qu'il ne croit plus aux fins, seulement au changement, seulement aux échos. Il a commencé à construire une nouvelle chambre, une chambre sans mur, un espace où les voûtes se replient sur elles-mêmes, se reflétant les unes les autres. Pas d'écran, pas de stase, juste la lumière et le silence. Quand on lui demande à quoi elle sert, il répond simplement « à demain ». Car même maintenant, il croit qu'il y aura quelque chose à conserver, même si ce n'est qu'un instant, même si ce n'est que lui.